Paix et prospérité, l'ami. Vous êtes en retard. Sky, c'est bien ça? Désolé, un léger contretemps à régler. C'est quoi ça? Un rapport avec le scoop? Exact. Un gros trafic de marchandises qui dure depuis des mois sur les aventures du capitaine Futur. Les bouquins s'arrachent à prix d'or. Futur? Ça te dit quelque chose? Oui, Futur, d'Edmond Hamilton. C'est publié chez le Bélial. Les cargaisons sont détournées et revendues au marché noir par un escroc, un humanoïde métamorphe qu'on appelle Good Deal. Master Good Deal! Lui-même, un dangereux personnage venu d'un monde post-apo. Je sais, New Vegas. Il a usurpé mon identité autrefois. Un gars de Le Bélial m'a alors contacté pour mener l'enquête. Un certain Pierre-Paul. Pierre-Paul. Mais c'est pas tout. L'Empire est derrière tout ça. Uchronicité? Septième corps céleste, déployez-vous. Localisez la marchandise. Trouvez les auteurs de ce méfait. Je l'ai vu mort ou vif. Personne ne bouge. Ceci est un contrôle de l'Empire du Chronicité. Veuillez sortir vos cartes biométriques et vos passes spatio-temporelles. Je comprends pas. Ici aussi, on demande le pass sanitaire? C'est un comble, ma chère. Ça fait des siècles que ça dure sans step. On est sur Titan, bon sang. Vous êtes bien nerveux, mon cher. Je suis sûr qu'un cigare vous fera du bien. Dalle, on a un problème là-haut. Veuillez sortir. Ceci est un contrôle de chronicité. Veuillez présenter vos identités et tout le reste. Dépêchez-vous, sortez. Mais ça va pas, c'est pour les dames ici. C'est un ordre. Malentrue. Sky, qu'est-ce que tu fous? Sors ton flingue! J'en ai plus! Oh, mais quel poulet celui-là! Hé, les clowns! Besoin d'aide, les mecs? Merci, madame. Quelle gâchette! Si vous cherchez du boulot, ils recrutent à la guilde orientale. Pourquoi pas? Si j'ai le temps. Où se trouve la marchandise que vos CI nous ont volée? Répondez! Je vois pas ce que vous voulez dire. Nous sommes le dernier bar avant la fin du monde. Nous proposons des cocktails uniques et adaptés. Même
aux seigneurs les plus sombres. Sky, envoyez des renforts et apportez-le-moi vivant. Excusez-moi, vous pourriez me lâcher s'il vous plaît. Je peux proposer à votre seigneurie un cocktail revigorant à base d'eau de jouvence. Vous m'en direz des nouvelles? Soldats, attendez. Prenez le conseil que j'aurai du retard ce soir. Quant à vous, ne me décevez pas. Vous finirez dans les mines de mercure. Vous serez pas déçus. Grouillez-vous! Allez, tire-toi, Sky. Te couvre. Champion, téléportation. Salut la compagnie. Ouais, bon, on arrive. Code D23578 SSB. Hey, Sky! Salut Luke, comment va? Écoute, j'aurais besoin de quelques renseignements sur les aventures du Capitaine Futur. Captain Futur, alias Capitaine Flamme, l'un des héros d'Edmond Hamilton, le maître du Space Opera. Dis-moi, tu sais comment faire pour le contacter hein? Je crois que ça va pas être facile. Cet espace-temps est un site protégé par Uchronicité. T'es déjà recherché par les autorités, tu te souviens? Fais gaffe! Le mercenaire a parlé d'un certain Pierre-Paul, tu connais? Ah, du Instanti, tu plaisantes, c'est le grand spécialiste des aventures du Capitaine Futur. Il roule sa bosse pour le Bélial, justement. Il est traducteur, entre autres. Formidable! Tu peux nous mettre en contact? C'est comme si c'était fait. Attends, je te bypass comme l'autre jour. Voilà. C'est bon. Je vais te recabler tout ça. Par contre, va falloir modifier ton synthétiseur de chronoportation temporelle. Il habite au 21e siècle. Ouais, je te le fais pas dire. Quelle idée d'habiter à cette époque. Salutations amis du passé, bienvenue dans mon astronef de l'espace pour une émission hors du temps. Pierre-Paul, tu es traducteur, et tu n'es pas n'importe quel traducteur, tu es traducteur du célèbre Capitaine Futur, le héros sidéral connu en France surtout sous le nom de Capitaine Flamme.
avec le dessin animé, la série dessin animé qui était sortie fin 70 en France. Mais qui sont donc l'équipage du Comet qu'on appelle Capitaine Flamme et ses futuristes? Qui sont-ils exactement? Alors, déjà, il faut dire que on est le seul pays au monde où Capitaine Flamme s'appelle Capitaine Flamme, parce que tous les autres pays ont gardé une appellation Capitaine Futur. Il peut s'appeler Capitano Futuro dans certains pays, mais c'est à peu près tout. Nous, on est le seul pays donc à avoir modifié son nom de façon un peu... enfin, voilà, je vais rien dire de plus à ce sujet. Mais bon, peut-être que c'était pour la chanson du générique, je sais pas. Mais en tout cas, donc le Capitaine Futur, donc, puisque c'est lui qu'il s'agit, c'est Curtis Newton. C'est un orphelin, un génie de la science, un géant rond, un colosse. Il est bon en tout. Il est bon en tout. Il est parfait. Il a une petite amie qui, vu le public ciblé, se contente de lui lancer des regards incendiaires et petit à petit de faire quand même quelques allusions au fait qu'elle aimerait bien passer une soirée avec lui de temps en temps sur sa base lunaire, car le Capitaine Futur est basé sur la Lune. Il a une base lunaire secrète, que tout le monde sait, mais donc elle est quand même secrète. Et avec lui, il a essentiellement 3 compagnons proches qui vivent avec lui dans cette base secrète sur la Lune. Il a le cerveau, Simon Wright, qui est un scientifique qui a été réduit à son seul cerveau et qui vit grâce à un bocal de liquide nutritif dans lequel baigne son cerveau. Et pendant les 5 premiers épisodes, les 5 premiers romans de la série, il est complètement dépendant des autres, il faut qu'on le porte. Et justement dans le 6e, il a enfin le moyen de se déplacer. On lui adjoint des espèces de rayons magnétiques qui lui permettent de voler. Ce qui est le cas d'ailleurs dès le début du dessin animé, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a été mis dès le début. Et puis par ailleurs, il y a un couple d'antagonistes, enfin les meilleurs ennemis du monde, qui sont Otto l'androïde, qui porte un nom différent dans le dessin animé, qui est donc un androïde au sens où c'est un homme synthétique. Alors il est vraiment décrit comme un caoutchouteux. Ça lui permet par exemple de se déguiser à la perfection, parce qu'il peut remodeler les traits de son visage, et même sa stature, etc. Et par ailleurs il y a Grag, le robot, un robot géant, genre, je sais pas moi, le géant de fer, en plus petit quand même, mais taille basketteur, et assez susceptible, parce que c'est un robot mais intelligent. Et en fait, Grag a été créé en premier, et Otto a été créé ensuite, et Otto se sert de ça pour dire que lui, que Grag c'est le brouillon, et que lui, c'est la copie au propre, quoi. Ça passe assez mal entre ces deux-là. Voilà. Alors évidemment, ils s'adorent, mais ils veulent pas le dire, et donc ils passent leur temps à s'engueuler. Ce qui est une mécanique de couple, comment dire, finalement assez fréquente. Voilà. Comment sont nées leurs aventures? Qui sont leurs auteurs? Alors le Capitaine Futur, c'est une commande. Alors il faut savoir que le premier épisode sort en 1940, au début de l'année. C'est carrément, c'est un pulp, mais c'est carrément un pulp dédié. C'est-à-dire le pulp s'appelle Capitaine Futur, et il sort tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, Edmond Hamilton rend un roman, qui fait quand même, pas un gros roman, mais quand même un truc qui fait 200-220 pages en français. Et c'est son agent qui lui a décroché ce plan, qui a en fait créé le personnage qui au départ s'appelait Monsieur Futur. Et Hamilton a dit ouais, je peux faire une suggestion quand même. Et du coup on lui a dit oui. Et il a proposé en fait, d'abord qu'il ne s'appelle pas Monsieur mais Capitaine. Il a conçu plus ou moins, il a pareil réécrit le mythe des origines du personnage, qui est exposé en détail dans le premier volume et qui est résumé dans chaque volume. Alors, bon, faut savoir, ça a un côté sériel, Capitaine Futur, donc il y a
quelques répétitions. Je m'amuse en traduisant ça et j'espère, et je sais d'ailleurs que les lecteurs s'amusent aussi. Il faut bien reconnaître que, bon, ça a 80 ans d'âge, ça se voit, au niveau des attitudes, au niveau du, là encore, léger sexisme, parce que vraiment j'ai vu bien pour l'époque, et au niveau du, allez, on va pas appeler ça du racisme, mais il y a une espèce de paternalisme à l'égard de tout ce qui n'est pas humain, qui est quand même là encore extrêmement daté. Donc c'est une série qu'il faut prendre avec le recul dû à son âge et le respect à la limite dû à son grand âge. C'est même Star Wars, qui en est le lointain descendant, d'ailleurs pas si éloigné puisque Leigh Brackett a écrit le scénario de l'Empire contre-attaque, la fin de Hamilton donc, et même Star Wars en 77, on avait fait d'énormes progrès quand même sur la représentation notamment des femmes, et je sais pas, la princesse Leia, c'est pas juste une demoiselle en détresse justement, c'est déjà un progrès, même si la représentation est certainement sujette à discussion et sujette à caution. Donc, nous avons donc ce groupe d'aventuriers qui fait presque penser à un groupe d'aventuriers dans un jeu de rôle, qui est chaque fois appelé, qui est souvent, parce que cette formule va très vite être battue en brèche, mais qui au départ est tout le temps appelé au secours par le président du système solaire, et bien à chaque fois, le capitaine Futur se lance à la rescousse. C'est le titre d'un des livres d'ailleurs, parce que tout simplement son histoire fait que il est en quelque sorte voué à combattre le crime, parce que quand il était bébé, ses parents qui étaient son père en tout cas était un grand scientifique, un ami du cerveau, a été tué, et sa mère aussi par une bande de brigands qui sont venus sur la Lune pour lui piquer ses secrets scientifiques, et ces bandits ont à leur tour été neutralisés, dira-t-on, par justement Greg et Otto, qui par la suite, avec l'aide du cerveau, ont élevé Kurt. Entre le premier roman et le dernier, il y a eu à peu près 17 ans qui sont passés. Hein. J'imagine que même avec une longue interruption. Il y a eu essentiellement pendant toute la guerre européenne, de 40 à 45-46, il y a eu une première série qui sont essentiellement des romans. C'est l'essentiel de la série. Et plus tard, au début des années 50, on a proposé à Hamilton de reprendre la série, ce qu'il a fait, mais il a plutôt écrit des longues nouvelles à ce moment-là, et surtout il a essayé de changer le ton, et la série devient beaucoup plus adulte, et on a mis un dans le Bifrost, la revue du Bélial spécial Hamilton qu'on a fait, et on voit vraiment, c'est tout simplement, j'ai mis le dernier texte de la série, et ça fait un contraste saisissant, et effectivement c'est rigolo, parce que c'est quelqu'un, et bon, Hamilton lui-même, petit à petit, prenait la bouteille, il évoluait, etc., etc. Même les capitaines futurs sont plus sérieux, c'est tout premier texte du milieu des années 20, où tout était inventé. Il a plus ou moins inventé, à 2-3, ils ont plus ou moins inventé ce qu'on appelle le space opéra, les romans d'aventure spatiale. D'où Star Wars, plus que Star Trek, découle. Et à partir des années 50, disons, il a fait des romans beaucoup plus... Il a arrêté la série, vraiment. Il a fait des romans, des nouvelles beaucoup plus adultes, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus réalistes ou sombres. Il y a un bouquin sur la conquête spatiale qui date du tout début des années 60 et qui est stupéfiant d'anticipation, qui n'est pas traduit d'ailleurs, pas encore. Sur ce que pourrait devenir un programme spatial si on le laissait un peu, si on négligeait. Et comme ça, c'est quelqu'un qui a écrit jusqu'à la fin. Il était né en 1904, donc au tout début du siècle. Il est mort en 1977, un an avant son épouse. Et je vois que tu as derrière toi la saga des étoiles, par exemple. Ça, c'est déjà des textes des années 50 et 60, et on voit déjà une nette différence.
ça n'a jamais été un grand styliste, Hamilton, mais les histoires sont plus originales. C'est l'histoire d'un type qui est comptable, quand même, et qui est arraché à ce quotidien new-yorkais pour devenir une espèce de sauveur d'une humanité lointaine dans un lointain futur. C'est effectivement pas très crédible, mais il y a déjà une tentative de se moderniser. Et il y a 2 auteurs qui ont réussi ça, à survivre des années 20 aux années 70, et même pour l'un d'eux au-delà, c'est Edmond Hamilton et son ami Jack Williamson, qui ont vraiment réussi à se réinventer plusieurs fois et à pas devenir complètement ringard, quoi. Donc ça c'est notable, c'était quelqu'un qui avait vraiment du talent. Et l'autre nouvelle qu'on avait mise, qui est une de ses nouvelles les plus célèbres, Commencer là-haut, c'est une nouvelle assez sombre sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment coloniser une autre planète, et c'est pas du tout comme dans Capitaine Futur, hein. Et c'est l'histoire d'un type qui revient après avoir en quelque sorte été un peu désabusé par ce qui se passe. On lui demande sans cesse comment c'est là-haut, et il ment, tout le temps, parce qu'il peut pas faire autrement, sinon il va décevoir les gens, ses amis, sa famille, les gens qui croisent dans la rue. Donc c'est une nouvelle que Hamilton avait écrite dans les années 30, qu'il a pu vendre que 20 ans plus tard, parce qu'à l'époque on n'en voulait pas, tout simplement, cette vision un peu désabusée des lendemains qui déchantent. Ça, c'était pas pour la science-fiction complètement canaille et bigarrée et conquérante et aussi réactionnaire et de l'époque. Donc c'est un type qui est beaucoup plus fin et subtil qu'on peut en avoir l'impression simplement en lisant Capitaine Futur ou en regardant les adaptations qui incidemment sont assez fidèles au roman. Ça c'est un truc que j'ai constaté justement en me penchant vraiment sur le problème. J'ai été agréablement surpris, quoi. Quelle a été sa carrière justement? Hamilton, c'est un type qui a débuté en 26. Il a publié une première nouvelle qui s'appelait Le Dieu monstrueux de Marmute, qui est une nouvelle un petit peu enfin non, pas Lovecraftienne. Il était très influencé parce qu'il était très fan d'un écrivain américain qui s'appelait Abraham Merritt, qui était une des sommités des pulps et un des premiers à avoir fait ce qu'on pourrait assimiler à de la fantasy actuelle. Et Le Dieu monstrueux de Marmute, ça pourrait être un texte de Merritt. Petit à petit, assez vite, il s'est dégagé de cette influence-là. Il a fait des textes plus... on l'appelait le destructeur de monde. Hamilton, ou le briseur de soleil, parce qu'il faisait une bataille spatiale tellement échevelée qu'on sortait des armes formidables qui étaient capables d'éteindre les soleils. Évidemment, on fabriquait ça avec 3 ressorts et une pile. Et du coup, il a pendant, une dizaine ou une quinzaine d'années, il s'est un peu spécialisé dans ça, mais par ailleurs, il avait en fait débuté dans Weird Tales, parce que tout simplement, quand il a vendu sa première nouvelle, le seul magazine qu'il publiait, qui était spécialisé dans le fantastique et dans l'horreur, mais aussi dans la science-fiction, c'était Weird Tales, un pulp légendaire. Après, il y a d'autres magazines, très vite, il y a 2-3 ans, il y a d'autres magazines qui sont arrivés, Amazing Stories, Astounding Stories, etc. Donc là, il a pu se diversifier un peu. Et pendant des années, c'était un type qui publiait 20 ou 30 nouvelles par an. Donc c'était quelqu'un qui déjà écrivait beaucoup. Et puis, il a eu 2 opportunités. Il a eu la proposition du Capitaine Futur, qui était quand même un contrat. Il était assuré de publier 4 très longs récits, donc format roman par an. Et en fait, on lui a proposé d'écrire des comics. Et pendant plus de 20 ans, jusqu'aux années 60, Hamilton a aussi écrit plein de comics. Donc c'est quelqu'un qui avait comme ça plusieurs cordes à son arc, qui a pu développer sa carrière, et surtout qui a pu écrire un peu moins de science-fiction. Ce qui lui a permis, avec la relative aisance financière que lui procuraient les comics, par exemple, au cours des années 50, sans doute, de plus travailler ses textes, de plus travailler ses romans. À partir des années 50, on a d'excellents romans de Hamilton, la saga des Rois des Étoiles, mais aussi La Vallée Magique, Ville sous Globe, qui est un très chouette roman, par exemple, assez original. Et donc on a quelqu'un qui petit à petit est passé du statut de plumitif
comme on disait à l'époque, à un écrivain un peu plus adulte, plus mature. J'ai un code rouge sur la ligne 7, transmettez au commandement. Faites votre rapport, soldat. Pardonnez-moi, Seigneur. Nous avons un code rouge. Rapport d'erreur sur la ligne 7 du... Quelles sont les coordonnées du signal? Eh bien, c'est étrange, la source indique Mars, mais elle est en partie cryptée. Il s'agit très probablement d'un appel non autorisé à destination d'un autre univers. Localisez sa signature, ça ne peut être que les fugitifs. Seigneur, nous avons un code rouge à la ligne 9 de l'univers 3. Comment? C'est impossible! Les coordonnées quantiques sont formelles. Quelqu'un ou un groupe d'individus est en train de diffuser un signal vidéo dans tous les univers alternatifs connus depuis notre système solaire. Avertissez le comité des chefs d'état-major. J'informe au conseil. Maintenez les niveaux d'alerte au maximum. J'ai localisé le signal. Il est émis depuis le centre des communications interdimensionnelles.